Merci sincèrement d'être... On va passer à la deuxième phase, à la table ronde numéro 2. Pour cela, j'appelle Claire Juillard. Claire Juillard, qui est sociologue et pour qui on va installer un pupitre. Nadia Bouillet, directrice générale de Séquence. Oui, je la vois. Serge Contat, directeur général de la RIVP. Emmanuelle Cos, présidente de Coalia Habitat, évidemment ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable. Et Valérie Maréchal, alors je le dis en anglais, Senior Fund chez Swiss Life Asset Managers France. Et André Hichet, président de CDC Habitat. Je vous en prie. On va vous installer un pupitre, je vais vous donner mon micro. On a souhaité, pour la première table ronde, on avait un économiste, on souhaitait le regard d'une sociologue, et Claire Juillard a gentiment accepté de nous donner ce regard, donc je la laisse prendre la parole. Merci. Je vous en prie, pardon. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai effectivement l'honneur d'introduire cette table ronde. Cette table ronde, je prends le risque de l'introduire à partir de chiffres clés sur le logement social, son parc, son occupation, ses files d'attente pour y accéder, et puis sur l'offre que les opérateurs du secteur ont vocation à déployer dans des conditions, on le verra, c'est l'objet de la table ronde, nouvelle, du moins renouvelée par la loi, par le droit, par la conjoncture, et j'en passe. Donc, quelques chiffres clés pour commencer. Alors, vous êtes nombreux à les connaître, mais il me semble particulièrement éloquent et du coup de nature à donner la mesure des enjeux qui sous-tendent les évolutions dont il va être question aujourd'hui dans cette table ronde. Alors, pour commencer, le logement social, c'est un poids lourd de l'économie qui représente, d'après l'USH, plus de 20 milliards d'euros de loyers par an ces dernières années, plus de 16 milliards d'euros d'investissement pour plus de 100 000 logements financés, plus de 2 milliards d'euros de taxes sur le foncier bâti. C'est aussi près d'un quart des mises en chantier enregistrées sur le territoire, dont un quart en VFA. En termes de logement, en termes de parc, c'est un parc relativement récent qui représentait 2% de l'ensemble des résidences principales en 1955 et puis qui en représente aujourd'hui entre 16 et 18% selon les estimations. C'est un parc dont un quart a été construit après 1999, ce qui témoigne de sa jeunesse, entre guillemets, mais dont une part significative s'avère quand même datée, voire obsolète, on y reviendra. C'est un parc, ceci étant dit, qui se renouvelle constamment, d'année en année, qui croît globalement, du fait essentiellement de la construction neuve. Un parc qui compte environ 4,5 millions de logements, dont une bonne part, les 2/3, sont des 3 ou des 4 pièces, et qui absorbe aujourd'hui environ 500 000 emménagements par an, donc un parc, une économie, un secteur qui pèse lourd. En termes de population, ça pèse lourd aussi. Le logement social, c'est entre 10 et 11 millions de locataires selon les compteurs. C'est une population plus âgée que les locataires du secteur privé, mais plus jeune que les propriétaires occupants, par effet de structure. C'est une population également dans laquelle sont surreprésentées les familles nombreuses, d'une part, mais aussi, et d'autre part, les familles monoparentales. C'est une population non seulement moins aisée que les locataires du privé et les propriétaires occupants, mais dont les revenus baissent significativement.
et une population qui est d'ailleurs beaucoup plus nettement souvent en situation de pauvreté, et une population, enfin, je crois que ça a été relevé à l'occasion de la première table ronde, qui se paupérise du fait notamment d'un effet de substitution d'entrants moins aisés que les sortants du parc. C'est aussi une demande qui augmente, qui en l'occurrence serait accrue de plusieurs centaines de milliers de demandes depuis le début des années 2000. Certains chiffres porteraient même à dire qu'elle a doublé en 20 ans, cette demande-là, et pour s'établir à environ 2 millions de demandes en 2018 d'après l'USH. Une demande qui émane du parc privé dans 70% des cas, de ménages freinés dans leur parcours résidentiel, dans leur trajectoire, par la sélectivité du marché privé. De ménages, ils sont souvent modestes, de plus en plus nombreux à déplorer un statut d'occupation précaire dans le privé ou une situation d'inconfort, de suroccupation, voire d'insalubrité. Mais aussi des ménages qui, plus généralement, sont d'autant plus soucieux de sécuriser leur situation résidentielle dans le social qu'ils sont confrontés aux aléas de la vie professionnelle, avec ces épisodes de chômage, d'intérim, de CDD, et puis à l'instabilité également de leur situation personnelle, qui est de plus en plus souvent marquée, vous le savez, par des phénomènes d'éclatement et de recomposition familiale. Le logement social, ce parc, c'est aussi des files d'attente qui s'allongent à l'entrée du parc, en raison notamment de l'augmentation de la demande, on l'a vu, mais aussi de la forte chute du nombre de sorties vers d'autres parcs d'occupation et principalement du ralentissement de la primo-accession vers laquelle les locataires sortant du social ont historiquement vocation à se tourner dans la majorité des cas. Ce qui rappelle d'ailleurs la très étroite corrélation qui existe entre les conditions d'accès au logement et les conditions de sortie au logement social, ce qui, à mon avis, est un sujet un tout petit peu sous-évalué, du moins en dehors de votre cercle. Alors, ce tableau, il est un peu lourd, mais enfin, il en dit long sur le poids que représente le logement social. Il serait, à mon sens, incomplet et puis, je dirais même irrecevable s'il ne venait pas à souligner une géographie très spécifique avec des phénomènes de concentration, des effets d'abord de concentration à l'échelle du territoire, dans les grandes unités urbaines, à commencer évidemment par celle de Paris, qui à elle seule compte quasiment 30% des locataires du social en France, et puis des effets de concentration aussi au niveau plus local, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple, et pour ne citer que. Il faut aussi, à mon avis, évoquer la grande disparité de situations auxquelles les opérateurs sont confrontés, et puis leur disparité également de taille et de moyens. Avec d'un côté Paris et sa région, évidemment, je joue un peu des contrastes, qui est le lieu de tension de tous les marchés, évidemment, qui est le lieu de files d'attente et de délais d'attribution records, et qui est également le lieu où les demandes de logements sociaux sont le moins souvent satisfaites, avec un taux de succès dont j'ai lu qu'il s'évaluait à 11%, contre 40 à 50% dans d'autres régions telles que la Bourgogne, le Grand Est, le centre Val-de-Loire et la Normandie. Alors pourtant, évidemment, Paris et sa région, c'est aussi le lieu de la concentration de gros organismes aux reins solides. C'est aussi évidemment le lieu d'efforts très importants de construction. Et c'est aussi un des territoires privilégiés, me semble-t-il, de l'innovation en matière de montage. Et je pense par exemple aux solutions de plus en plus nombreuses et diverses qui sont offertes par le principe de dissociation du bâti et du foncier, et le cas échéant par le retour d'institutionnels dans le jeu. Alors, de l'autre côté, et encore une fois pour jouer des contrastes, vous m'excuserez cet effet un peu de rhétorique, si je puis dire, on relève, alors je dirais globalement dans le centre et dans l'est de la France, par exemple, des situations de suroffre et de vacances endémiques qui renvoient
à des phénomènes parfois de décroissance au plan démographique, mais aussi à des problématiques d'obsolescence du parc et à des problématiques d'inadaptation en termes de localisation et de typologie de logement. Tout ça engendrant des pertes de recettes importantes, tout en exigeant évidemment des efforts financiers colossaux pour démolir, le cas échéant, sinon réhabiliter, restructurer, racheter, remettre en service. Et tout ça, faute d'attractivité, avec des perspectives de vente telles que le gouvernement voudrait pourtant les encourager, qui sont souvent jugées un peu trop maigres. En gros, ces constats rappellent à quel point le logement, la question du logement, quel que soit le parc d'ailleurs, est avant tout local. Ça a été aussi un sujet déjà abordé. Je m'excuse de le réaborder, mais je crois que c'est important de le rappeler. Ces constats, pour autant, à mon avis, ils renvoient bien à un enjeu commun à tous, à une bataille commune qui est celle de la production et de la gestion de l'offre de logements sociaux dans un contexte qui est marqué par d'importantes évolutions et des attentes nouvelles également envers les organismes HLM, et puis je ne citerai que les faits les plus saillants d'entre eux, d'un côté la baisse des subventions de l'État qui depuis le début des années 2000 déjà a engagé les organismes dans une profonde refonte de leur modèle économique, dans le sens d'une plus grande capacité d'autofinancement notamment. Et puis de l'autre côté, on a des pertes importantes de recettes de loyer qui tout récemment, et au titre de la réduction de loyer de solidarité, consécutive à la baisse des APL, entament justement et précisément cette capacité d'autofinancement. Donc deux mouvements difficiles à aborder, ou en tout cas qui posent de nouvelles questions, de nouveaux enjeux aux acteurs, et dont les alternatives restent en question, entre par exemple la mutualisation et le regroupement d'organismes, la vente de logements au détail comme en bloc, dans des proportions dont on voudrait qu'elles soient beaucoup plus importantes que de coutume. Et puis, par exemple, la participation de fonds privés. Mais je m'arrêterai là, puisque je crois que ce sont les points qui seront abordés dès à présent. Absolument. Merci Claire Juillard. Merci d'avoir si bien posé le débat, le contexte, et de nous donner cette chance de commencer. Vous avez bien planté le décor, effectivement. Et avant d'entamer les discussions, moi, je vous propose... Juste une chose quand même, dire qu'on retrouvera l'intervention de Claire Juillard sur le site d'ImoWeek, ainsi que le lien vers les travaux qu'elle a déjà réalisés, puisqu'elle est sociologue spécialiste du logement et de l'immobilier. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vous propose donc de nous présenter les uns après les autres, en commençant peut-être par vous, Naïda Bouillet. Vous êtes donc présidente de Séquence, qui est un organisme directrice générale, pardon. Oui, bonjour. Je suis directrice générale de Séquence. Séquence, c'est une société anonyme HLM issue du regroupement de 6 bailleurs sociaux franciliens du groupe Action Logement Immobilier. Pour certains d'entre vous qui connaissent pas encore Séquence, c'est le regroupement de France Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, ATGN, Sophie Logis et Pax Pro Palace. Séquence détient aujourd'hui 100 000 logements uniquement en Île-de-France. Alors oui, on est un gros, mais on est également dans notre réorganisation plus proche des territoires avec 6 directions déléguées et des directions immobilières au plus proche du terrain. C'est l'avantage de pouvoir aussi réorganiser, c'est qu'on s'adapte et on est convaincu que cette proximité, c'est une force. Et on construit chaque année en Île-de-France environ 4000 nouveaux logements. Et dans nos objectifs également, il y a tout ce qui est réhabilitation, rénovation et qualité de service pour nos locataires, leur offrir le meilleur service possible. Part à Paris avec Serge Contat. Oui, bien sûr. Donc Serge Contat, je dirige la RIVP depuis une douzaine d'années. Donc cette régie n'en est pas une, c'est une société d'économie mixte. Alors c'était une espèce d'ovni jusqu'en 2007. Il en reste 2 en France, une à Marseille, une à Aix-en-Provence, puisque son origine, c'est une foncière de logement intermédiaire. Christian Dupuis évoquait les briques rouges. Et donc l'origine de la RIVP, c'est une foncière de logement intermédiaire sur les briques rouges. Voilà. Et, en une bonne dizaine d'années, on lui a fait prendre... on a encore un parc très diversifié, à peu près un parc de logements qui n'est pas conventionné, un tiers à peu près, donc 60 000 logements, la RIVP, et on lui a fait prendre le virage d'un grand bailleur social de référence dans une zone très tendue. J'y reviendrai. Un acteur 100% privé maintenant, Valérie Maréchal. Bonjour, Valérie Maréchal. Alors,
en français, dans le texte, moi je suis gérante de fonds d'investissement au sein de Swiss Life Asset Managers France. Je dirige également l'équipe qui s'appelle Resilient Care et qui comprend dans ses fonds des fonds de logement, mais également des fonds santé, seniors et des fonds que l'on appelle à impact social. Et aujourd'hui, je représente ici à la fois l'assureur, qui est investisseur, et aussi la société de gestion. Voilà. Très bien. Emmanuelle Cos. Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement, aujourd'hui consultante et par ailleurs présidente du bailleur social Coalia Habitat, qui est spécialiste dans le logement des travailleurs migrants. André Hichet, président du directoire de CDC Habitat, donc, qui est la filiale détenue par la Caisse des dépôts et qui a un champ d'activité très diversifié, puisque nous sommes à la fois présents dans le trait social, notamment avec Adoma, avec des programmes d'acquisition d'hôtels et autres. Nous sommes présents évidemment dans le logement social, nous sommes également dans les bassins miniers par exemple, dans les Outre-mer également, et nous avons aussi un programme de développement de logements intermédiaires et abordables. Nous avons levé un peu plus d'1 milliard d'euros chaque année depuis 5 ans et nous avons un programme d'investissement de 4,5 milliards par an sur les 10 prochaines années. Cette année, nous livrerons, si tout va bien, enfin nous mettrons en chantier plutôt, de l'ordre de 22 000 logements. Voilà. Eh bien, merci. Claire Juillard, tout à l'heure, nous a bien dressé le tableau et les enjeux actuels qui tournent autour de plus de missions, plus de besoins et en même temps moins de moyens. Alors que c'est vraiment le cœur de ce débat, de cette table ronde, comment faire mieux avec moins, comment résoudre ce que Christian Dupuis, tout à l'heure, dans la table ronde numéro 1, appelait les injonctions contradictoires. Faire mieux, moins de moyens. Qui veut se lancer dans cette première partie du débat ? Je veux bien juste, moi, j'ai beaucoup aimé le titre, hein, Évolution, Révolution, juste revenir un petit peu sur les propos de tout à l'heure sur l'évolution. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'impact de la RLS et de l'instabilité que ça crée, donc je pense qu'on en parlera aussi beaucoup là ce matin. Mais avant ça, si on revient entre le milieu des années 2000 et les années, j'allais dire, jusqu'à 2015, 2016, 2017, donc avant l'arrivée de la RLS, juste un petit constat pour compléter les chiffres donnés tout à l'heure. Les coûts de la construction sur à peu près 10 ans ont augmenté de 80%. Dans le même temps, les plafonds de loyer des logements sociaux, PLUS, eux, ont augmenté de 40%. Donc on voit une difficulté de plus en plus grande pour les bailleurs à finalement sortir des opérations, puisque le loyer permet de rembourser les emprunts, et donc un appel au financement. Dans ce même temps, baisse des financements de l'État, donc un appel plus fort aux collectivités locales qui se sont engagées dans le financement du logement social, mais on voit bien que ça se tend. Et dans le même temps, l'APL est revalorisée de 20%. Je résume, c'est peut-être 16 ou 21, et donc on a de plus en plus de mal à solvabiliser les ménages qui rentrent dans les logements sociaux PLUS. Donc on a une divergence en fait de ces courbes, coût de la construction, plafond de loyer logement social et APL, et donc une divergence, mais petit à petit, donc ça, on parle du coup de tension, il y a des débats là-dessus, mais on trouve des solutions pour colmater, et la RLS arrive dans ce contexte en 2018, donc introduit une instabilité un petit peu hors norme par rapport à ce modèle qui divergeait un petit peu. Donc je pense que c'est bien d'avoir en tête ces paramètres en fait, pour démarrer notre discussion. Et ce que disait Michel Mouillard tout à l'heure, l'année prochaine, une revalorisation de l'APL de 0,3, alors que dans le même temps, les coûts de construction et les prix du logement vont augmenter il parlait de 4% sur les prix du logement. On voit bien déjà aussi que ce fossé va continuer à se creuser. Donc, à nous de trouver maintenant les solutions pour quand même répondre à cette demande qui est très importante. Justement, comment on fait, Serge Contat? Avant de dire qu'il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis tout récemment, il y a l'IGF, CGEDD, il y a aussi un rapport de l'ANCOLS, dont la première conférence de presse était ce matin, qui fait état de certains dysfonctionnements et de reproches au logement social. Alors je vais rajouter un petit peu par rapport à ce qu'a évoqué Nadia.
Au fond, je crois que les questions financement privé, etc., au fond, c'est pas ça la vraie question. Moi, il m'est arrivé d'être chef de bureau des APL au ministère du Logement. À l'époque, on voyait déjà des gens qui venaient nous expliquer qu'en fait, en titrisant les flux d'APL, on allait comme ça révolutionner le secteur. Donc, au fond, voilà, le secteur du logement social, il est assez stable. J'y mesure d'ailleurs un certain nombre d'interlocuteurs qui viennent nous voir aujourd'hui que voilà, les fonds privés ont trouvé un secteur dans lequel il y a un rendement et de la sécurité. Voilà, moi je voudrais revenir au fond, ce qui me paraît, y compris par rapport au titre de la table ronde, le plus important, qui était évolution-révolution. Je ne sais pas si c'est exactement si on est Zapatero ou Zapatera là sur la scène, mais moi, quelque chose qui me frappe vraiment beaucoup sur la période récente, c'est une espèce de révolution de la demande. Voilà. Alors avec à la fois quand on prend de la hauteur sur la démographie française, le vieillissement, problème absolument massif sur lequel on a du mal à anticiper. Deuxième chose, une démographie en France qui reste dynamique. On est un des seuls pays d'Europe à l'Est, pour lequel là aussi on est plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une démographie vieillissante qui part dans le sud de la France et dans le littoral, là, une espèce de U. Je vous invite à aller regarder les bonnes publications. Et puis une diagonale qui ne s'est jamais autant vidée. Alors, qui ne s'est jamais autant vidée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de logement. Puis un troisième fait qui a été révélé absolument brutalement l'année dernière avec la crise Gilets jaunes, c'est quand même quand on regarde les cartes emploi-logement à une grande échelle, et je laisse pour l'instant le cas de la région Île-de-France à part, on a des espèces de cartes quand on regarde sur des moyens de terme, j'allais dire maintenant peau de panthère, hein, entre les domiciles-travail, extrêmement préoccupant. Et j'allais dire, moins on a de revenus et plus on s'est éloigné des centres sur du très long terme. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça en fait notre évolution, parce que ça, c'est le cœur de notre utilité sociale. Voilà, et nous manque aujourd'hui, nos vrais sujets, c'est quoi? Alors, y compris dans des zones très tendues sur la région Île-de-France, région Île-de-France où on a 200 logements à l'hectare dans le centre de Paris et à peu près entre 10 et 20 logements à l'hectare en première, deuxième couronne. Au fond, c'est l'explosion des prix, voilà, qui n'a jamais été aussi forte que sur la période actuelle. Et malgré les efforts qu'on ait un certain nombre à faire, je pense qu'André en parlera, quand on regarde là sur les 10 dernières années, la part du logement locatif intermédiaire abordable, elle est passée de 53% à 33%. Voilà. Et avec effectivement les interrogations que ça pose en termes de mixité, que ça pose à tous les élus en région parisienne, qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Et puis, dernière colle, André a rappelé qu'il avait effectivement une filiale historique aussi sur le trait social. On a aussi à petite échelle, hein, parce que nous, André m'avait dit une fois « small is beautiful », donc on est petit, mais on a une petite filiale qui est spécialisée aussi dans cette question d'hébergement. Il faut avoir en tête qu'en région Île-de-France, on a une demande qui est à 70% sous les PLAI, et quand on travaille très très bien, on arrive à produire 35% de PLAI dans nos opérations, en faisant beaucoup d'efforts, puisqu'une des raisons effectivement très importantes, alors que ça explose hein, depuis 2-3 ans, moi je fais ce métier donc depuis une douzaine d'années, je vois bien que là il y a une vraie révolution dans l'équilibre économique des dossiers. Effectivement, les ressources procurées par les opérations, au mieux, elles sont stables. Elles diminuent d'ailleurs un peu avec la RLS. Et puis, comme on parle d'un foncier à transformer, ben, le gap à combler par des fonds autres, gratuits, de la subvention, des fonds propres, des montages compliqués. Alors là, effectivement, on fait tous preuve d'imagination et on va continuer. Mais l'équation devient effectivement extrêmement compliquée. Voilà, donc la révolution, oui, mais je pense que la vraie révolution, elle n'est pas sur les montages financiers, parce qu'on y arrivera toujours. Je pense que c'est bien d'avoir un peu de diversifié, même si le modèle de base est très solide, parce qu'au fond, quand on est un peu diversifié, on est plus résilient. Et puis, il faut toujours innover. Enfin, ça, c'est attitude constante, je crois, maintenant largement partagée dans les bailleurs. Mais je pense que la vraie révolution, c'est d'anticiper sur des évolutions d'une demande qui est en totale révolution.